Bienvenue à tous les participants dans cette troisième session de la réunion de l'IAS Educational Fund organisée en collaboration avec l'Association de lutte contre le sida sous le thème VIH, sciences et communautés, progrès et défis au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Et merci à toutes et à tous de vous être connectés. Je suis Kamal Alami, le directeur de l'ONU-SIDA au Maroc, et j'ai le plaisir de modérer cette session et je remercie les organisateurs de m'avoir confié cette modération. Cette session qui se concentre sur l'autotest du VIH, qui vraiment pourrait être une bonne opportunité pour améliorer le dépistage du VIH dans la région MENA. Je voulais seulement rappeler qu'il existe une stratégie mondiale de lutte contre le sida qui a fixé des objectifs 95-95-95, et notamment pour 95% des personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut sérologique, et que, bien sûr, la région MENA est selon les données, il y a des grands écarts au niveau de la région MENA en matière de connaissance du statut sérologique, puisque selon les dernières données, seulement 60% des personnes vivant avec le VIH le savent. Et bien sûr, de plus, parmi les populations clés, cette connaissance est encore plus faible, et d'autant plus que 97% des personnes vivant avec le VIH, des nouvelles infections, se produisent parmi les populations clés. Donc, bien sûr, cette nouvelle stratégie est très importante, et pour atteindre cet objectif, il faudrait une approche diversifiée de dépistage, et notamment pour les populations clés, et l'autotest constitue bien sûr une opportunité très importante à cet effet. Et donc, cette session vise à informer sur l'état des progrès enregistrés dans le monde et à identifier les leviers et les obstacles à sa mise en œuvre dans le contexte des pays de la région MENA. Alors, je voudrais seulement commencer par vous donner quelques informations, des détails donc organisationnels par rapport au déroulé de la session. Tout d'abord, concernant le son de tous les participants, donc le son de tous les participants est coupé. Oui, il existe une interprétation en français et en arabe qui est disponible pour tous ceux qui sont connectés virtuellement. Et donc, veuillez sélectionner votre langue pour écouter les présentations et les discussions dans la langue que vous préférez. Donc, bien sûr, il faudrait aller sur le globe qui est en bas pour sélectionner la langue. Aussi, j'invite tous ceux qui sont connectés virtuellement à se présenter en écrivant dans le chat qui se trouve juste au-dessous de l'écran, et vous verrez que votre message va s'afficher dans la boîte interactive à droite de l'écran. Donc, veuillez taper votre nom de famille, votre prénom, l'organisation pour laquelle vous travaillez et le pays dont vous êtes originaire. Profitez de cette occasion pour nous connecter, profitons de cette occasion pour nous connecter et apprendre à nous connaître. Aussi, veuillez noter que si vous êtes en plein écran, vous ne pouvez pas voir la boîte de dialogue, donc il ne faut pas se mettre à ce moment-là en plein écran pour pouvoir la voir. Vous veuillez utiliser également la même boîte de chat, donc pendant la discussion ouverte qui aura lieu après la présentation. Et vous êtes également invité à envoyer vos commentaires dans la boîte de discussion. Donc, aussi d'autres informations. En tant que participant actif à cette réunion de l'IAS Educational Fund pour la région Afrique du Nord et Moyen-Orient, vous avez l'opportunité de gagner 1 an d'adhésion à l'IAS gratuit. Et l'adhésion sera activée lorsque vous aurez rempli le sondage post-réunion et coché une case dans le questionnaire pour demander cette adhésion. Si vous êtes déjà membre de l'IAS, votre adhésion sera prolongée d'1 an. Enfin, veuillez noter que cette réunion est accréditée par une institution académique, et pour en savoir plus et comment vous pouvez recevoir votre certificat d'accréditation, veuillez contacter donc l'adresse iacdu@iasociety.org. Voilà pour les détails organisationnels. Et donc, nous allons tout de suite commencer, et j'ai le plaisir d'inviter notre premier intervenant, Monsieur Joseph Lamarange, à donner une présentation intitulée Update sur l'autotest VIH. Donc, Monsieur Joseph Lamarange, qui est démographe au Centre Population et Développement à l'Université de Paris. À vous la parole. Bien sûr. Bonjour, donc je m'appelle Joseph Larmaran, je suis démographe de santé publique à l'Institut de recherche pour le développement basé à Paris.
Merci pour cette invitation pour vous faire un point aujourd'hui sur l'autodépistage du VIH et de voir dans quelle mesure cela peut être un outil pour améliorer le dépistage et l'accès au dépistage pour les populations clés, en particulier les travailleuses du sexe et les hommes qui ont des rapports sexuels entre hommes. Pour rappel, l'autodépistage est un dispositif médical où un individu réalise lui-même la collecte d'un échantillon sanguin ou salivaire, la réalisation d'un test rapide et la lecture et l'interprétation des résultats. On parle parfois d'autotest supervisé lorsque la personne est accompagnée par un agent de santé ou un père éducateur à proximité pour la réalisation du test et non supervisé lorsque la personne va réaliser son test par elle-même. Par ailleurs, un résultat réactif nécessite la réalisation d'un test classique pour confirmer ou infirmer le résultat. Alors, l'autodépistage est recommandé par l'OMS depuis 2016 et a été renforcé dans les recommandations de dépistage plus récentes comme une offre de dépistage additionnelle. Pour rappel, donc l'autodépistage est un test de pré-screening, c'est-à-dire qu'il ne permet pas d'établir un diagnostic. C'est pour ça que tout test réactif nécessite un test de confirmation selon les algorithmes nationaux en place dans chaque pays. Et puis, bien sûr, on recommande toujours un test de refaire un dépistage en cas d'exposition récente, puisque un test non réactif aura une certaine période avant de s'activer en cas d'infection récente. Et puis enfin, les autotests ne sont pas forcément recommandés pour les personnes qui sont sous traitement antirétroviral. Donc, pour des personnes qui sont séropositives déjà sous traitement antirétroviral et qui veulent se faire retester, on pourrait avoir un risque théorique de faux négatif, mais également, ce n'est pas forcément toujours recommandé pour des personnes qui sont sous PrEP. Enfin, l'OMS considère bien que l'autodépistage sert avant tout à se dépister soi-même, et donc c'est pour ça qu'il n'est pas aujourd'hui recommandé pour les enfants. La question qui peut se poser, c'est quelle cible pour l'autodépistage, sachant qu'un autotest coûte aujourd'hui un petit peu plus cher qu'un test de dépistage classique. Ce qu'il faut voir, c'est que l'autodépistage du VIH doit avant tout être une offre complémentaire aux stratégies existantes. Il ne s'agit pas de remplacer les stratégies de dépistage déjà en place par de l'autodépistage, mais plutôt de voir comment l'autodépistage vient s'inscrire en complémentarité et en continuité avec les autres offres de dépistage. Il s'agit aussi en priorité de viser celles et ceux qui aujourd'hui n'accèdent pas au dépistage via les offres actuelles, ce qui peut se faire par différentes stratégies. Et outre les stratégies qui peuvent être mises en œuvre, notamment du point de vue communautaire, on peut aussi penser à une mise à disposition d'autotests en pharmacie. En effet, si le prix est suffisamment bas, c'est une offre intéressante pour les personnes qui sont en recherche de grande discrétion et qui évitent les structures de santé classiques. Et donc, du coup, une réponse publique de distribution d'autodépistage peut aussi se voir en complémentarité d'une mise en vente dans des structures privées, notamment les pharmacies. Ce qui est certain, c'est que chaque stratégie d'accès à l'autodépistage doit être adaptée et pensée en fonction du contexte épidémiologique. Et ce que je vais essayer de développer, c'est l'importance de prendre en compte les périphéries des populations clés. Ce qui se passe, c'est que, là, je vais vous prendre l'exemple des populations HSH, des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Ce qui est important de retenir, c'est que cette population clé n'est pas une population homogène. Il y a une très grande hétérogénéité et je vais simplifier un peu à l'extrême en opposant un centre de la communauté HSH à une périphérie. Au centre, on va avoir des personnes qui s'identifient plus facilement comme gays ou comme homosexuels, souvent plus jeunes et dans les enquêtes, ils vont avoir un plus grand nombre de partenaires hommes et un plus faible nombre de partenaires femmes, alors que si on regarde dans les enquêtes, notamment dans les enquêtes boule de neige ou respondent driven sampling, où on va avoir la position dans le recrutement, on verra qu'en périphérie, on va avoir des hommes qui vont plus souvent s'identifier comme hétérosexuels, souvent plus âgés, qui auront un plus faible nombre de partenaires hommes et un plus grand nombre de partenaires femmes. Ces différences dans les pratiques, dans les identités et dans les groupes sociaux, elle va aussi se retrouver du point de vue épidémiologique, puisqu'on va avoir au centre des individus qui sont plus exposés parce qu'ils ont un plus grand nombre de partenaires, ce qui fait qu'ils auront une prévalence du VIH plus élevée. Et en même temps, on voit qu'au centre, le recours au préservatif en pourcentage des rapports sexuels est protégé et plus élevé. Et il y a aussi un meilleur accès au dépistage. Dans la périphérie, on a moins d'exposition parce que les rapports entre hommes sont plus espacés, d'où une prévalence du VIH plus faible, mais en même temps un retard dans le dépistage. Ils sont plus difficiles à atteindre et donc du coup, l'accès au dépistage va être moins important.
Et donc, du coup, on a un centre qui est souvent bien atteint et bien couvert par les programmes communautaires. Et déjà, les stratégies de stratégies avancées auprès des populations HSH montrent qu'on a des taux d'accès au dépistage relativement élevés. Une majorité de personnes ont eu un dépistage récent, alors que dans cette périphérie, on a beaucoup plus de difficultés d'accès. C'est là qu'on parle parfois de HSH caché. Et on va avoir des personnes qui ne sont pas toujours atteintes par les programmes communautaires. Un autre élément qui est aussi à prendre en compte, c'est que même quand on a des épidémies dites concentrées, il faut aussi avoir en tête les variations de population. Alors, je prends l'exemple avec la Côte d'Ivoire, qui est une épidémie mixte entre une épidémie concentrée et une épidémie généralisée. Vous avez ici des données issues de modélisation. Donc, en Côte d'Ivoire, on est sur une prévalence du VIH qui est représentée ici relativement élevée dans les populations clés. On est autour de 16% pour les hommes qui ont des rapports sexuels entre hommes et de 13% pour les travailleuses du sexe femmes. En population générale, chez les femmes, on est autour de entre 3 et 4%, et c'est un petit peu baissé depuis. Et puis, dans la population générale adulte masculine, dans ce modèle, les auteurs ont distingué les clients de travailleuses du sexe du reste des autres hommes. Souvent, on a une image, une prévalence autour de 1,5-2% dans l'ensemble des hommes de la population adulte. Mais quand on distingue les clients de travailleuses du sexe et les autres hommes, on voit que les clients sont beaucoup plus touchés. Sauf que cette image-là, qui est celle qu'on voit souvent, qui sont les prévalences par sous-population, lorsque le tient compte des tailles de population, nous donne un peu une autre vision de l'épidémie. Vous avez ici les mêmes prévalences, mais cette fois-ci, la largeur des barres correspond à la taille totale des populations. Et du coup, on se rend compte que en Côte d'Ivoire, le nombre de personnes qui vivent avec le VIH sont avant tout des femmes, autour de 243 000, puis des hommes clients de travailleuses du sexe, autour de 147 000, et les travailleuses du sexe représentent 30 000 personnes vivant avec le VIH et les HSH 14 000. Si du coup je prends maintenant la population des personnes qui vivent avec le VIH, ce que l'on voit ici, c'est que du coup les populations clés en Côte d'Ivoire ne représentent plus que 9% des personnes qui vivent avec le VIH. Donc, ce sont des populations qui sont fortement touchées, mais en nombre absolu, elles vont représenter qu'une partie de la population affectée par le VIH. L'épidémie, elle est dans un pays comme la Côte d'Ivoire majoritairement dans la population générale féminine, et les clients représentent presque un tiers des personnes qui vivent avec le VIH. Dans d'autres contextes qui vont être plus concentrés, vous aurez une part plus importante d'homosexuels masculins et de travailleurs du sexe et de populations clés dans l'épidémie, voire aussi d'usagers de drogue, avec des variations suivant les pays. Par contre, il ne faut pas oublier que même si les prévalences vont être faibles en population générale, ça peut représenter en nombre absolu des choses importantes. Ce qu'il faut aussi regarder, c'est l'accès au dépistage. Si vous regardez ici les estimations du premier 90, toujours avec le même modèle, donc là, ce que l'on a, c'est parmi les personnes séropositives, quelle est la proportion qui connaissent leur statut. On voit en Côte d'Ivoire un premier 90 élevé dans la population générale des femmes, et ça, c'est lié au programme de prévention de la transmission mère-enfant avec des grandes campagnes de dépistage chez les femmes enceintes. La connaissance du statut est plutôt élevée chez les homosexuels masculins et les travailleuses du sexe, en tout cas sur le cœur de population, et ça, c'est dû au programme communautaire. La question, c'est où sont celles et ceux qu'on a du mal à atteindre. Et puis, vous voyez ici que les gens ou les hommes, de manière générale, sont comme souvent les populations qu'on a le plus de mal à atteindre par le dépistage. Mais si on combine cette information-là avec la distribution de la population des personnes vivant avec le VIH, on peut estimer une distribution des personnes vivant avec le VIH non diagnostiquées. Et vous voyez ici, on voit que nos populations clés représentent toujours autour de 9%, mais ici, ce sont les clients de travailleuses du sexe qui deviennent la population majoritairement non atteinte par les campagnes de dépistage. Donc, tout ce propos, même s'il y a des choses qu'on peut apprendre de la Côte d'Ivoire pour d'autres pays, après, chaque pays a ses propres spécificités, mais c'est de se dire qu'il faut essayer de penser pas simplement en termes de prévalence du VIH pour penser les campagnes de dépistage, mais aussi de se dire où sont les personnes non diagnostiquées. Et du coup, les personnes non diagnostiquées peuvent être dans des groupes qui vont avoir du coup des plus faibles prévalences. Et donc, l'atteinte du premier 90 nécessite aussi d'accroître le dépistage
dans des groupes avec des plus faibles taux de positivité. Or, c'est souvent contradictoire avec une partie de programme qui cherche avant tout à maximiser le taux de positivité pour améliorer ce qu'on va appeler le rendement du dépistage. Mais cette recherche d'amélioration du rendement du dépistage peut être contre-productive si ce que l'on cherche à atteindre, c'est la majorité des personnes qui sont non diagnostiquées, car les personnes non diagnostiquées sont souvent dans des groupes qui sont justement plus difficiles d'accès et avec des plus faibles prévalences. Autre élément à retenir, toujours sur le même modèle, pour vous montrer aussi comme quoi on peut partir des populations clés et l'épidémie peut se diffuser autour. Selon le même modèle, en Côte d'Ivoire, entre 2005 et 2015, les HSH représentaient 4% des nouvelles infections et 4% des transmissions. Les travailleuses du sexe représentaient 5% des personnes qui s'infectaient, mais étaient à l'origine de 19% des transmissions. Et 44% des nouvelles infections correspondaient à une transmission d'un client travailleuse du sexe à une de ses partenaires femmes non travailleuses du sexe. Donc, dans un contexte comme celui de la Côte d'Ivoire, on voit bien ces deux diffusions de l'épidémie par le travail du sexe vers les clients et vers la population générale. Et ça, ce modèle-là, à des degrés plus ou moins forts, se retrouve aussi dans d'autres pays. Et c'est là où l'autodépistage peut apporter un certain nombre de nouveautés qui sont intéressantes pour penser les campagnes de dépistage. En effet, on peut faire de la distribution primaire, on va remettre des autotests à des personnes pour leur propre usage, mais on peut aussi penser à une distribution secondaire. C'est-à-dire que je vais remettre plusieurs kits d'autodépistage à des contacts qui vont pouvoir les redistribuer à leur connaissance et à leurs partenaires sexuels. Et c'est là-dessus que le projet Atlas, et je vais maintenant plutôt parler de ce qu'on a appris de ce projet-là, puisque j'ai le plaisir de coordonner le volet scientifique du projet Atlas, c'est sur ces distributions secondaires que ce projet s'est construit. Donc le projet Atlas, c'est un projet qui est financé par United avec un appui financier additionnel de l'AFD. Il est mis en œuvre par l'ONG Soltis en consortium avec l'IRD et une trentaine de partenaires nationaux. Ça représente environ 170 sites de dispensation de l'autodépistage du VIH, avec 8 canaux de dispensation qui ciblent en particulier les populations clés, homosexuels masculins, travailleuses du sexe et usagers de drogue, et également des activités dans des consultations de PV-VIH pour le dépistage de leurs partenaires et dans les consultations de patients IST. Ça représente aujourd'hui plus de 1400 agents formés à la dispensation de l'autotest, que ce soit des agents de santé ou des pères éducateurs et des pères éducatrices. Et plus de 300 000 kits d'autodépistage ont déjà été dispensés aujourd'hui depuis le début du projet en 2019. Pour les populations clés qui représentent 80% de la stratégie d'Atlas, elle repose vraiment sur cette distribution primaire et sur ces distributions secondaires. Ainsi, par un canal avec une porte d'entrée homosexuel masculin, on espère qu'ils vont pouvoir redistribuer à leurs pairs et amis, mais également à une partie de leurs partenaires sexuels, notamment aux HSH plus âgés, sachant qu'on voit que dans les enquêtes, la plupart des gens que l'on touche, ce sont des jeunes HSH de moins de 35 ans, alors que la plupart d'entre eux rapportent avoir des partenaires sexuels de plus de 45 ans, mais également leurs partenaires femmes qui sont exposés indirectement, même si elles ne savent pas toujours les pratiques HSH de leurs partenaires. Chez les travailleuses du sexe et les professionnels du sexe, de la même manière, on espère pouvoir toucher d'autres travailleuses du sexe, des pairs, notamment des travailleuses du sexe plus occasionnels, mais également leurs partenaires réguliers avec lesquels elles peuvent difficilement utiliser un préservatif, mais qui les exposent fortement au VIH, et aussi avec une partie de leurs clients. Et pour les usagers de drogue, pareil, une redistribution à des pairs ou à des partenaires sexuels. Alors, on a plusieurs enquêtes qui sont menées dans le cadre du projet Atlas pour venir documenter ce qui a été réalisé. Et la première chose que l'on peut voir, c'est que la distribution secondaire est faisable. On le voit notamment dans des études qualitatives auprès d'usagers et d'usagères de l'autodépistage. Par exemple, vous avez ici deux exemples, celui d'un HSH au Mali qui nous expliquait « J'ai tout le temps refusé de me faire piquer avec le dépistage classique, mais à cause de l'autotest, j'ai découvert que j'étais infecté. Ensuite, j'ai fait le dépistage de ma fiancée avec, mais elle a eu un non réactif. » On est ici sur une personne qui déjà a fait un test pour elle-même grâce à l'autodépistage, notamment des personnes qui étaient très réfractaires au fait d'avoir recours à une prise de sang, que ce soit sur un dépistage classique ELISA en
en structure de santé ou par une piqûre au bout du doigt pour un test rapide et qui ont accepté du coup de faire un autotest oral, qui sont ceux qu'on utilise dans le cadre du programme Atlas. Et vous voyez, ensuite, il a également proposé le dépistage à une de ses partenaires féminines. Nous avons aussi une travailleuse du sexe qui nous rapporte. J'ai aussi un client chez qui je me rends. Je lui ai donné 3 kits parce qu'il m'a montré clairement qu'il a un autre partenaire, donc il voulait que celle-là aussi fasse son dépistage avec l'autotest. Là, on est sur un exemple de distribution secondaire, voire même tertiaire, puisque la TS a remis des kits à un de ses clients qui lui-même voulait remettre le kit à une de ses partenaires non travailleuses du sexe. Ce qu'on voit dans les études qualitatives, c'est que les travailleuses du sexe arrivent à remettre en fait des autotests à leurs partenaires réguliers et aux clients qu'elles connaissent plutôt bien. C'est plus difficile avec un client de passage puisque la durée d'interaction et la durée de la passe ne permet pas de discuter plus avant l'autodépistage. Ce qu'on voit aussi, c'est que cette distribution secondaire augmente avec le temps. Vous avez ici dans les 3 canaux, travailleuses du sexe, homosexuels masculins et usagers de drogue, l'évolution du nombre moyen de kits distribués par contact primaire sur le terrain. Et vous voyez que ce nombre moyen de kits augmente au cours du temps, ce qui veut dire aussi qu'il y a un véritable apprentissage dans les communautés, par les pairs éducateurs et les pairs éducatrices, mais aussi auprès de nos usagers, et qui vont faciliter cette mise en place de distribution secondaire. Et si vous avez plus de détails, vous pouvez retrouver un article publié et en accès libre dans Frontiers in Public Health. Ce qu'on a pu montrer aussi, c'est que les stratégies de déploiement de l'autodépistage sont facilement adaptables sur le terrain et ça a été particulièrement visible au moment de la crise sanitaire Covid-19, en particulier sur mars, avril, mai, où la plupart des pays où on est intervenu ont mis en place des mesures restrictives. Déjà, on a commencé à faire évoluer à qui on remettait des autotests et notamment des révisions continues de nos stratégies avec les agents de dispensation ont permis, par exemple, d'autoriser la dispensation directe de kits en distribution primaire à nos cibles secondaires qui étaient les partenaires sexuels ou les clients. Et donc, on voit aussi petit à petit que le fait d'avoir mis ces cibles secondaires permet aux agents dispensateurs de les redistribuer directement parce qu'ils sont aussi en contact avec eux. Et puis, d'autres stratégies ont commencé à se mettre en place, comme le recours à des ambassadeurs ou des kits qui sont laissés à la réception de bordels ou d'hôtels pour être remis par le gérant directement au client, et ce qui est plus facile que de demander aux travailleuses du sexe elles-mêmes. Dans le contexte des restrictions Covid-19, on a pu voir une adaptation des activités qui ont été réduites sur des plus petits groupes ou sur du face-à-face, le recours aux réseaux sociaux pour contacter les personnes. Et l'intérêt de la DVIH, c'est qu'il a aussi permis une plus grande distanciation sociale. Donc, on a vu par exemple de la DVIH, de l'autotest assisté, venir remplacer du test classique pour éviter du coup un contact direct entre les personnes. Vous avez également tout un retour d'expérience et de bonnes pratiques du projet Atlas dans le contexte Covid qui est disponible sur le site atlas.soltis.org. Alors, dans Atlas, nous avons fait un choix volontaire de ne pas mettre en place de suivi systématique des personnes à qui on a remis un autotest. Donc, on n'a pas de tracking, puisque un des buts, c'est que les personnes puissent garder leurs résultats confidentiellement, puissent le faire par elles-mêmes. Donc, si les pairs éducateurs peuvent remettre leurs contacts pour les personnes qui souhaiteraient les recontacter, nous, on ne collectait pas de numéro de téléphone pour faire un suivi, et ce qui fait que, de facto, avec l'autodépistage, il faut accepter qu'on ne sait pas toujours le devenir des tests. C'est pour ça que nous avons mis en place une enquête complémentaire, c'est une enquête téléphonique qui a été conduite entre mars et juin, avec une brochure dédiée, distribuée avec chaque kit dispensé, qui invitait les usagers à participer par téléphone à l'enquête en appelant un numéro vert, et les usagers recevaient une compensation sous forme de crédit téléphonique pour les inviter à participer. Nous avons eu 2615 participants, et on sait que l'enquête est biaisée, parce que tout le monde n'a pas participé, mais on voit que parmi les gens qui ont participé, un tiers ont reçu leur kit à travers la distribution secondaire, par des amis, des partenaires sexuels ou la famille, et c'est probablement sous-estimé par notre mode de recrutement, ce qui veut dire que notre dispensation secondaire est bien faisable. Dans l'enquête, 41% des personnes réalisaient leur tout premier test VIH, c'est-à-dire qu'ils n'avaient jamais fait de test VIH dans leur vie par le passé. Ce chiffre-là, encore une fois, il est probablement sous-estimé par nos biais de recrutement, et 41%, c'est élevé quand on sait qu'on a une entrée plutôt par des populations clés, et que dans les enquêtes auprès des populations clés, la part de primo-testants est plutôt de l'ordre de 10, 15 ou 20%.
Et puis, 50% des personnes enquêtées disaient ne pas se percevoir comme n'étant pas du tout au risque d'exposition au VIH. Encore une fois, c'est-à-dire qu'on a réussi à atteindre des personnes qui sont en général moins sensibilisées et qui du coup ont, puisque dans les enquêtes auprès des gens vus régulièrement par des pères éducateurs, les personnes ont une conscience de leur exposition au VIH. Dans les personnes recrutées dans le canal HSH, c'est-à-dire on sait que dans le kit qui leur était distribué venait d'activités ciblées HSH, on avait 10% de participantes, ce qui veut dire partie des partenaires femmes. Et puis parmi les hommes, 45% déclaraient aucune relation sexuelle avec un homme dans les 12 derniers mois. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas eu, c'est probablement qu'ici, on a touché des HSH dits cachés et qui ne vont pas avouer leur pratique entre hommes au téléphone. Dans le canal Travail du sexe, on a également vu que 50% des participants étaient des hommes. Et donc, ça montre bien aussi que par ce canal Travail du sexe, on arrive aussi à toucher leurs partenaires réguliers et leurs clients. Au niveau économique, et si vous êtes intéressé, encore une fois, un article est disponible en accès libre dans Frontiers in Public Health. On a fait une analyse des coûts observés sur 2019-2020 pour voir l'évolution des coûts de mise à l'échelle. Donc là, on est sur la distribution communautaire auprès des populations clés. On a des coûts qui sont plutôt élevés au démarrage, de 13 à 30 $ par autotest dispensé, avec des coûts assez spécifiques pour le canal usager de drogue au Sénégal, mais qui sont liés à des tout petits nombres de kits dispensés. Ce que l'on montre, c'est qu'au fur et à mesure que l'on fait du passage à l'échelle et qu'on va augmenter en fait les quantités dispensées, on a vraiment des économies d'échelle qui se mettent en place avec une baisse du coût de l'autodépistage qui va descendre autour de 8 à 20 $ par kit dispensé. Et donc, il y a des vrais gains possibles avec les coûts de passage à l'échelle. Et du coup, ce passage à l'échelle est soutenable sur le long terme. Pour penser la transition et ces passages à l'échelle, quelques éléments de retour d'expérience que l'on a eu, c'est l'importance de l'intégration des activités dans le système national et les programmes de dépistage existants. Atlas est intégré avec les ONG qui sont déjà en charge du dépistage classique et des activités de terrain auprès des populations clés. Et donc, du coup, c'est important que l'autodépistage s'intègre dans ces programmes plutôt que de penser à un programme parallèle et séparé. L'importance d'un référentiel spécifique et de stratégies nationales qui peuvent intégrer le déploiement dans le secteur privé, parce que rendre aussi l'autotest disponible en pharmacie est une stratégie importante à développer. Et puis, l'importance renouvelée de l'implication des acteurs et des populations cibles dans le développement des stratégies et de permettre leur adaptation. Avant de terminer, je dois forcément remercier l'ensemble des partenaires du projet Atlas. Comme vous le voyez, ce sont beaucoup d'ONG, de ministères qui sont impliqués dans ce projet. Et pour conclure, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que l'autodépistage et la distribution secondaire de l'autodépistage sont faisables et soutenables parmi les populations clés, mais aussi dans les populations périphériques, et que c'est une véritable opportunité pour atteindre, au-delà des populations clés elles-mêmes, des groupes vulnérables qui n'ont traditionnellement pas accès au dépistage, et de se dire que l'autodépistage, il ne faut pas le penser qu'en termes de cible primaire, mais aussi en termes de cible secondaire. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour toute question. Merci beaucoup, Joseph Lamarange, pour cette excellente présentation, très intéressante de mise en œuvre de l'autotest dans le cadre du projet Atlas et qui serait bien sûr très utile dans le cadre de la mise en œuvre de l'autotest dans la région MENA. Et j'ai le plaisir d'introduire notre prochain intervenant qui est Monsieur professeur Mohamed Chakroun, qui est spécialiste des maladies infectieuses en Tunisie et qui fera une présentation sur l'autotest dans les pays justement de la région MENA. Donc, professeur Chakroun, la parole est à vous. Bonjour à tous les participants et merci aux organisateurs de m'avoir invité pour vous exposer et discuter avec vous après cette présentation des défis concernant l'autotest VIH dans les pays de la région MENA.
Comme vous le savez, les pays de la région MENA, la région MENA d'une façon générale est une région à faible prévalence du VIH. Elle abrite 230 000 personnes vivant avec le VIH, avec en 2020 16 000 nouvelles infections et 7 900 décès étaient notifiés dans cette région. Dans cette région, l'épidémie est une épidémie qui est concentrée au sein des principales populations clés, particulièrement les usagers de drogue par voie injectable, les travailleuses de sexe, les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, et ainsi que leurs partenaires et clients. Et 95% des nouvelles infections proviennent de ces populations clés. Les nouvelles infections au VIH ont augmenté entre 2010 et 2020 dans cette région, plus 7%, ce qui fait de la région MENA une des régions au monde où on continue à enregistrer une augmentation des nouvelles infections. Le taux de décès, par contre, a baissé entre 2010 et 2020 de moins 17%. Quand on examine la cascade de soins et de traitements pour l'année 2020, on constate qu'il y a encore un écart très important pour le premier 95. On est à 60% de personnes qui connaissent leur statut sérologique et également des écarts importants au niveau du traitement, de l'accès au traitement antirétroviral et de la suppression virale. De ce fait, il est important d'intensifier l'accès au dépistage, au traitement et à la prévention du VIH en ciblant prioritairement les populations clés et vulnérables. Alors, qu'en est-il du dépistage dans cette région? C'est un dépistage qui se développe, certes, quand on voit le nombre de personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut, qui a bien évolué entre 2015 à 33%, en 2020 à 60%. Mais c'est un dépistage qui reste quantitativement en nombre de tests et qualitativement en taux de positivité insuffisant. C'est un dépistage également qui permet un diagnostic tardif puisque 30% des personnes consultent un taux de CD4 avec un taux de CD4 inférieur à 200 par millimètre cube. Et également, le dépistage communautaire reste encore peu développé. Il concerne uniquement 5 pays dans la région avec un nombre de tests qui reste très insuffisant et un taux de positivité qui reste comparable au dépistage par les autres méthodes. De ce fait, l'autotest qui a été recommandé en décembre 2016 par l'OMS en tant qu'approche additionnelle de dépistage, c'est l'autotest trouve sa place dans la région MENA où le dépistage doit être intensifié et diversifié. Alors, qu'est-ce que l'autotest? L'autotest est un processus au cours duquel la personne prélève elle-même un échantillon de liquide biologique, qui peut être un liquide gingival ou du sang. Ensuite, elle effectue le test pour le VIH, interprète son résultat, souvent dans un cadre privé, seul ou avec l'aide d'une personne de confiance. Et comme pour toutes les méthodes de dépistage, l'autotest doit être toujours volontaire, non coercitive et doit toujours respecter les 5C, les règles des 5C recommandées par l'OMS. Alors, quels sont les avantages de l'autotest? C'est un moyen innovant, performant et supplémentaire et complémentaire au service du dépistage qui permet d'atteindre des populations qui n'ont pas pu avoir accès au dépistage du fait des barrières d'accès aux services de santé comme la discrimination, la stigmatisation, les distances, les lieux inadaptés, le coût, etc. Et c'est un moyen qui bénéficie d'une forte acceptabilité de la part des populations clés, qui respecte l'autonomie des personnes, qui permet de surmonter les obstacles d'accès au dépistage par les méthodes habituelles, qui diversifie et intensifie l'accès aux tests du VIH et augmente le nombre de tests VIH, qui multiplie par 2 ou plus parfois le recours au dépistage pour les populations clés. Ça a été démontré pour les HSH, mais ça peut être également vrai pour les autres populations clés et vulnérables, qui augmente également le recours aux tests chez les partenaires masculins des femmes enceintes ou des femmes en postpartum et qui aide à atteindre la première cible de 3,95. Et on a noté au cours des 7 dernières années, cette cible est passée de 45% à 84% à l'échelle mondiale. Également, l'autotest a des bénéfices certains et bien démontrés.
il peut identifier un pourcentage équivalent ou supérieur de personnes vivant avec le VIH, n'augmente pas les comportements sexuels à risque ni le nombre des IST, ne réduit pas le recours au dépistage des IST, n'accroît pas les conséquences sociales néfastes ni les événements ou comportements désirables, donne d'aussi bons résultats qu'un test rapide de VIH utilisé et interprété par un agent de santé qualifié et permet d'engager les personnes dans les soins et la prévention de la même façon que les autres méthodes de dépistage. De ce fait, l'autotest VIH permet d'améliorer l'impact et les résultats des programmes de lutte contre le sida, étant donné que c'est un test qui est acceptable et qui est facile à utiliser. Donc, les populations clés souhaitent utiliser cette nouvelle méthode de dépistage, ce qui permet de connaître leur statut positif ou négatif et de les orienter vers les soins en cas de test pour les soins et confirmation avant les soins lorsque le test est positif et de les orienter vers les services de prévention lorsque le test n'est pas réactif et permet également de les aider à divulguer leur statut aux partenaires et de notifier les partenaires. De ce fait, les impacts possibles sont importants, aussi bien sur la morbidité, la mortalité, mais aussi sur la transmission du VIH, sur la prévention de nouvelles infections, permet également des économies de temps et de frais pour le système de santé et ils ont un impact économique et des bénéfices sociaux certains. Alors, ce qu'il faut faire pour intensifier le dépistage, c'est que ce dépistage, l'autotest, permet la création de la demande, il augmente la couverture, il permet le lien avec les services de soins et de prévention, il multiplie les impacts bénéfiques et il permet également d'avoir un taux de positivité assez important et un lien vers les soins. Et ça a été démontré par plusieurs expériences dans le pays, comme celle qui a été publiée par United dans l'un de ses rapports concernant un pays de l'Europe de l'Est où le taux de positivité des tests liés à l'autodépistage ont atteint les 15% de résultats réactifs, ce qui suggère que le programme touche des personnes les plus exposées au risque et également parmi ces personnes-là, 81% ont pu être engagés dans le service de soins. Ça veut dire que également c'est un test qui permet d'orienter vers le soin et la prévention. Également, en Afrique subsaharienne, une méta-analyse récemment publiée a montré qu'au sein de la population générale, cette prestation de service est très importante. Elle permet également d'augmenter le nombre de personnes testées et de les engager dans les soins et d'engager des personnes séropositives supplémentaires dans les soins. Ce qui fait que c'est un test également qui peut être rendu disponible même en dehors des populations clés. De ce fait, l'autotest s'avère une intervention à haut impact dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, dans lesquels la peur de la stigmatisation, les difficultés d'accès aux soins de santé peuvent représenter d'importants obstacles. Alors, qu'en est-il de la disponibilité de l'autotest dans le monde? Jusqu'à décembre 2020, 88 pays dans le monde ont implémenté l'autotest VIH. De nombreux autres pays sont encore au stade d'élaborer des plans stratégiques nécessaires, de réviser les réglementations d'utilisation, de commercialisation, de développer des orientations de mise en œuvre ou de mettre en place des procédures opérationnelles nécessaires pour l'intensification de ce type de dépistage. Ces pays n'ont pas encore atteint le stade de la mise en œuvre effective à grande échelle. Mais qu'en est-il dans la région MENA? Les données publiées par le site HIV Self-Testing, qui concerne 16 des 20 pays de la région MENA, montrent que 50% donc, de ces pays n'ont pas de données sur l'autotest. Une politique autorisant l'autotest est en cours chez dans 31% des pays et il n'y a pas de politique autorisant donc l'autotest dans 6% des pays et seulement 2 pays, qui représentent à peu près 12,5% donc de l'ensemble des pays, ont commencé donc une expérience pilote concernant l'autotest. Alors, c'est ce qu'il faut pour accélérer l'implémentation de l'autotest VIH dans la région MENA. Il faut tout d'abord réviser les recommandations nationales, établir le cadre réglementaire de l'autotest, définir l'approche la plus adaptée, établir un plan opérationnel d'implémentation et initier par une expérience pilote. Alors, plusieurs pays soutiennent le dépistage communautaire.
et le dépistage par des prestataires non professionnels dans la région MENA, mais n'ont pas encore élaboré des recommandations de soutien pour les nouvelles approches de dépistage telles que l'autotest et le dépistage basé sur les réseaux sociaux. Et réviser les directives pour recommander l'autotest VIH et lever les obstacles est une priorité pour faciliter la mise en œuvre et l'intensification de ce type de dépistage. Exemple de recommandations qui peuvent être révisées par les pays ou élaborées par les pays, l'autotest est recommandé comme un outil supplémentaire de dépistage dans le cadre de la stratégie de dépistage. Et les personnes qui ne savent pas réaliser et interpréter ce type de test doivent recevoir les informations nécessaires et être encouragées à obtenir des services de dépistage en établissement ou dans la communauté. Et l'autotest n'est pas recommandé également pour les personnes vivant avec le VIH qui se connaissent déjà, les personnes vivant avec le VIH est traitées par des antirétroviraux. Expliquer également dans ces recommandations que c'est un test de triage, ce qui signifie que les personnes qui ont un résultat réactif, ce résultat doit être confirmé par des tests supplémentaires. Et lorsque le test est négatif, il faut encourager les personnes à refaire le test dans les 12 semaines si l'exposition est récente ou refaire le test périodiquement en cas de persistance d'un risque élevé d'exposition. Au plan réglementaire, il faut essentiellement réviser les circulaires d'utilisation, les règlements régissant la mise sur le marché, et la distribution, l'utilisation de dispositifs de diagnostic pour l'autotest. Et tout ça doit être adapté et élaboré dans le pays où il sera mis en place avec des procédures simples et claires pour la validation et l'enregistrement des kits d'autotest. Alors, quel autotest utiliser, où mettre en place l'autotest, quel modèle de distribution, quelle méthode d'autodépistage, comment orienter vers les soins et les centres de prévention et quelles mesures d'accompagnement, tout ça doit être adapté en fonction du contexte. Par exemple, quel autotest utiliser? Il y a deux types d'autotests, les autotests salivaires et les autotests sanguins. Les deux détectent uniquement des anticorps, c'est l'équivalent des tests rapides de troisième génération, et les autotests sont moins sensibles en période d'infection récente. Les autotests sur fluide gingival sont moins sensibles que les autotests sanguins. La fenêtre de circonvolution des autotests peut aller jusqu'à 3 mois. Donc, il faut faire attention pendant cette période. En cas d'infection avancée, les autotests sur fluide gingival peuvent devenir négatifs parce que la production d'anticorps est insuffisante. Et enfin, ces autotests ne permettent pas de différencier entre une infection VIH1 et VIH2. C'est des autotests, comme je l'ai signalé, reposent sur la détection des anticorps des deux types de virus, mais ne détectent pas l'antigène P24, donc ils doivent être interprétés comme des tests rapides de troisième génération. Alors, parmi les autotests actuellement disponibles, il y a une dizaine à peu près commercialisés, 4 qui sont préqualifiés en S, dont un autotest salivaire et 3 autotests sanguins. Le prix, il est à peu près maintenant entre 2 et 3 $, mais United a mis en place une initiative pour mettre l'autotest à 2 $ pour 135 pays dans le monde. Alors, quel autotest utiliser ou préférer? Il y a des préférences pour certaines populations clés, pour l'un ou l'autre, mais l'implication des communautés ici, elle est importante pour explorer les préférences des utilisateurs. Et lorsqu'il est possible, la disponibilité des deux types de tests, devra rendre l'autotest plus accessible. Lorsqu'il est possible, la disponibilité des deux tests, des deux types de tests rendra l'autodépistage plus accessible et attrayant pour les différentes populations. Alors, quel modèle de distribution? Il y a différents modèles au niveau communautaire, dans l'espace ou dans les activités de proximité, dans les différents établissements de santé, secondaire par le biais d'un index, partenariat public-privé en vente en ligne, réseaux sociaux, pharmacies, distributeurs, lieux de travail et intégration avec des services de prévention ou de dépistage différencié, par exemple des services de PrEP, de circoncision médicale volontaire, dépistage des IST ou l'autotest de l'hépatite C dans le cadre d'une stratégie de réduction des risques, etc. Alors, les autotests, quelle méthode? Il y a deux méthodes. Les autotests assistés qui favorisent le bon usage du test, d'orienter les utilisateurs vers les soins et de les mettre en confiance, et les autotests sans assistance non assistés qui permettent de mieux garantir la confidentialité et le respect de la vie privée et s'adressent plutôt à un public très hautement éduqué. Alors, quel est le lien? Donc, les liens doivent être
mis en place de façon importante et solide avec les tests de confirmation de la séropositivité et de l'initiation du traitement. Et ils sont au moins équivalents au taux de liens nationaux. Et également, l'autotest permet de faciliter des liens avec certains services de prévention, en particulier la PrEP. Alors, quelles mesures d'accompagnement? Il faut un fort engagement politique, forte mobilisation communautaire, un environnement favorable, une promotion et une campagne d'information, mettre en place des procédures d'assurance qualité, des indicateurs de suivi et d'évaluation. Alors, quel choix, quelle approche? Les approches les plus appropriées, le choix de l'approche la plus appropriée dépend du contexte, de l'environnement, des populations prioritaires, et il faut compléter les services de dépistage. C'est un test qui vient compléter les services de dépistage existants et combler les éventuelles lacunes de couverture des programmes actuels. Peut-on adapter l'autotest? Oui, on peut l'adapter à différents contextes et cadres, tels que le cadre d'un dépistage différencié ou la prestation des services dans le cadre, donc dans le contexte de Covid, dans les restrictions ou le confinement liés donc au contexte Covid. Et plusieurs modèles ont été publiés dans ce sens-là. Alors, établir un plan opérationnel de l'implémentation, initier une expérience pilote, oui. Donc, il faut là bien engager la communauté. Les communautés doivent être impliquées dans la conception de ces modèles de prestation de services et d'outils de soutien. Et les pairs doivent être impliqués dans la prestation également de services. Il y a plusieurs donc exemples d'expériences pilotes. Je vais citer au moins les expériences pilotes dans la région MENA, l'expérience au Maroc avec une participation communautaire importante et la distribution des autotests pendant le premier confinement lié à la COVID-19 au Liban. Il faut toujours avantager un plan de mise en œuvre qui repose sur des approches innovantes telles que l'utilisation des plateformes numériques, les médias sociaux en ligne, des approches intégrées également avec la prestation de services, avec la PrEP, avec l'autotest hépatite C pour les UDI et assurer la durabilité de cette action par un financement contenu domestique et international par les bailleurs de fonds, en particulier le Fonds mondial qui est le principal bailleur de fonds dans notre région. En conclusion, la région MENA est caractérisée par une épidémie concentrée et cachée, où 40% des personnes vivant avec le VIH ne connaissent pas encore leur statut. Il y a une très forte contribution de ces populations dans les nouvelles affections. Il y a une persistance encore de barrières d'accès au dépistage dans la région MENA. Et donc, l'autotest est un outil qui s'adapte bien à la région. Et c'est un outil innovant, efficace, qui permet d'atteindre des personnes difficilement atteintes, qui permet d'intensifier l'accès au dépistage auprès des populations clés, d'augmenter le nombre de nouvelles infections, d'augmenter le nombre de personnes traitées, de réduire nettement la charge virale communautaire, ce qui va contribuer à la réduction des nouvelles infections. Donc, les pays de la région doivent lever rapidement les obstacles stratégiques et réglementaires pour implémenter l'autodépistage du VIH et atteindre les objectifs nationaux et également les objectifs des 395. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Chakron, pour cette présentation excellente et très intéressante qui nous éclaire sur bien sûr l'état des lieux en matière de mise en œuvre des autotests, leur importance dans les stratégies de dépistage et les principaux éléments à prendre en considération pour mettre en œuvre les autotests et les mettre à l'échelle dans les pays de la région MENA. Donc, nous allons maintenant passer au panel de discussion qui se concentrera justement sur l'autotest VIH et en particulier les expériences de différents intervenants et différents pays et qui va être suivi par une session de discussion générale. Alors, je voudrais seulement introduire rapidement nous avons 4 panélistes. Nesrine Rizq, qui est une clinicienne au Liban. Monsieur Djibril Si, qui est président de l'association SOS Père Éducateur en Mauritanie. Monsieur Hicham Boun Khadmen, qui est un intervenant communautaire au Maroc. Et enfin, Joumana Hermez, qui est conseiller régional VIH à l'OMS EMRO. Donc, je vais laisser la place à notre première panéliste d'aujourd'hui, qui est Nesrine Rizq, clinicienne au Liban, et qui va nous parler des problèmes et des défis qu'elle rencontre dans la prise en charge précoce des personnes vivant avec le VIH, notamment le dépistage parmi les populations clés, et que peut apporter l'autotest à cet égard. La parole est à vous, Nesrine.
Bonjour et merci pour cette invitation à intervenir dans le cadre de ce webinaire et surtout pour participer à cette discussion autour de l'autotest au VIH comme opportunité pour améliorer le testing et retesting chez les populations clés. Et la première question qu'on m'a posée, c'est quels sont les problèmes et les défis dans la prise en charge précoce des personnes vivant avec le VIH, notamment le dépistage parmi les populations clés. Et je ne vais vraiment pas recommencer et reprendre les données, expliquer les données épidémiologiques de la situation du VIH et du sida au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, mais juste pour vous rappeler que le retard au dépistage du VIH en région MENA existe et contribue, je crois, personnellement à la mortalité due au sida, qui reste élevée, quoique en diminution par rapport à 2010 en MENA. Et donc ce retard au dépistage n'est vraiment pas uniforme parce qu'il y a plusieurs, ce n'est pas vraiment, les chiffres ne sont pas communiqués par tous les pays, et ce chiffre-là constitue le pourcentage de personnes qui sont dépistées avec un CD4 moins que 350 ou bien avec le sida. Et donc ces chiffres varient entre les pays, et j'ai trouvé, à partir des recherches que j'ai pu faire, que de 20 à 70% des nouvelles infections, peut-être dans le MENA, présentent des symptômes du sida, alors qu'il y a un chiffre assez élevé. Donc cette prise en charge tardive va contribuer, bien sûr, à une mortalité accrue, la morbidité, la prise en charge compliquée, les hospitalisations, les coûts élevés, et surtout contribuer à augmenter les nouvelles infections dans notre région. Et personnellement, à partir de 125 personnes nouvellement dépistées au VIH au cours des 5 dernières années à Beyrouth dans la clinique, 70% d'entre elles sont présentées avec un CD4 inférieur à 350 et 38% d'entre elles avec le sida ou des infections opportunistes. Alors cette prise en charge tardive s'explique par plusieurs facteurs, la stigmatisation, la criminalisation, les coûts des tests, le système sanitaire, des facteurs individuels aussi, et il faut vraiment améliorer le dépistage en MENA. Pourquoi? Parce que seulement 61% des personnes vivant avec le VIH sont au courant de leur statut sérologique en 2020. Et s'il faut atteindre la première cible de la stratégie vers la fin de l'épidémie, qui consiste à ce que 95% des personnes vivant avec le VIH devraient connaître leur statut sérologique. Alors l'autotest devient assez important là, parce que c'est recommandé par l'OMS comme une approche supplémentaire au service de dépistage du VIH. Et donc, quand on sait que la transmission du VIH dans la région MENA est vraiment axée, focalisée autour des populations à risque, des populations clés, et donc parce que ces populations globalement, partout dans le monde, sont à un risque plus élevé de contracter l'infection de VIH, mais surtout en MENA, 95% des nouvelles infections chez les adultes se sont produites parmi les populations clés et leurs partenaires sexuels. Et donc, ces populations clés, parce que continuent à être marginalisées, criminalisées pour leur identité, l'expression de genre, l'orientation et les moyens de subsistance, eh bien ces personnes ne sont vraiment pas trop ciblées, n'ont pas vraiment toujours accès aux services de prévention, aux services de réduction des méfaits, et les programmes de prévention sont faibles pour ces populations-là surtout. Alors qu'est-ce que peut apporter l'autotest pour ces populations à risque? Eh bien, l'OMS nous dit qu'à partir de données provenant d'études de plusieurs pays, l'autotest augmente le recours au dépistage du VIH, permet l'autonomisation des personnes, augmente la probabilité de trouver de nouvelles infections, élargit l'offre de services. Et donc, ces données montrent que les effets négatifs sont aussi peu nombreux. Ça ne renforce pas les comportements à risque, ça ne réduit pas le recours à la fréquence des dépistages des autres maladies sexuellement transmissibles, ne va pas accroître les préjudices. Alors, pour moi, l'autotest VIH en MENA va permettre de briser certaines barrières, parce que surtout parmi les populations clés qui évitent les tests à cause de la stigmatisation liée au dépistage, au test du VIH et au VIH. Donc, ce qui fait qu'il y a une faible suppression virale parmi les populations clés. Il y a aussi un autre aspect qui est relié, qui va faire avec la transmission mère-enfant du VIH, et aussi où les autotests peuvent être importants. Alors, comment s'assurer de la référence des personnes positives? Alors là, il faut vraiment s'assurer la prise en charge, et il faut, pour enchaîner, pour initier le traitement antirétroviral, retenir, pour que la rétention soit adéquate aussi, pour parvenir à la suppression de la charge virale. Alors pour ce, il faut vraiment créer un dispositif où il y a un support psychologique de ces personnes qui vont utiliser l'autotest du VIH, psychologique et aussi médical,
Mais il faut avoir aussi le dispositif d'accueillir des personnes qui vont tester réactifs, parce que là, il faut vraiment les lier immédiatement avec les professionnels de la santé pour, en premier lieu, confirmer le résultat et ensuite, si confirmé, enchaîner la mise en charge de l'initiation du traitement. Il y a des études parvenant de plusieurs pays du monde où vraiment ce test, ce self-testing a été utilisé et testé et qu'il montre des résultats assez positifs. Alors en conclusion, je crois que c'est très bien de discuter, partager notre expérience dans plusieurs pays pour bâtir sur les succès acquis et formuler des stratégies adaptées au contexte socioculturel où on vit. Et merci beaucoup. Merci, docteur Nesrine, pour votre intervention excellente et qui, bien sûr, nous donnait votre expérience au Liban par rapport justement au dépistage parmi les populations clés et l'apport des autotests. Et je voudrais maintenant introduire notre prochain panéliste, qui est M. Djibril Si, le président de l'association SOS Père Éducateur en Mauritanie. Alors, il nous parlera des groupes de population qui ont des difficultés d'accès au dépistage en Mauritanie et comment il voit la place et l'apport de l'autotest dans la stratégie de dépistage en Mauritanie, justement. À vous la parole, M. Djibril. Bonjour, je m'appelle Djibril Si, je suis le président coordinateur exécutif de l'association SOS Père Éducateur de la Mauritanie. Je suis là aujourd'hui pour participer avec vous à travers cette expérience d'introduction de l'autotest du VIH-Sida en Mauritanie pour la première fois. Comme vous le voyez sur l'écran, les bailleurs ou bien les partenaires, nos partenaires dans cette activité sont les agences des Nations Unies, notamment le PNUD, l'OMS, l'UNICEF, l'ONU-SIDA et le UNFPA. Ce projet est mis en place et réalisé entre avril et mai, et plutôt avril, et on venait le ministère de la Santé vient de valider la stratégie nationale de dépistage qui prend en compte le dépistage communautaire démédicalisé. Aussi, il vient de valider le plan opérationnel des stratégies différenciées des services du VIH-Sida en Mauritanie. Si on dit les services différenciés, l'autotest, bien sûr, sera en première position. L'objectif de cette activité, c'était pour atteindre les personnes à haut risque qui ont besoin de faire des tests de VIH plus fréquemment à cause de leur multipartenariat sexuel ou leur orientation sexuelle. Bien sûr qu'il y a d'autres objectifs, mais je voulais vous présenter celui-là pour gain de temps, mais aussi pour vu qu'il intègre les autres objectifs. Bon, pour atteindre, ils en place des dispositifs IMEI logistiques de 12 relais communautaires, 7 points fixes de dispensation des activités de prévention combinées, 4 équipes mobiles dans les 4 villes ciblées par cette activité, par ce projet, des mallettes, mais aussi on a produit des supports de communication, des vidéos, des dépliants. Les agents étaient formés, ils étaient mis à niveau. On a mis en place aussi un numéro vert pour les appels des gens qui ont besoin d'assistance ou bien qui ont besoin d'être accompagnés. On a mis en place aussi des activités de prévention en groupe combiné. Ça veut dire que cette action, elle n'était pas isolée, elle est rentrée dans un dispositif d'activité de prévention combinée déjà existant. Bon, voilà les résultats que nous avons eus. Mais avant tout, par catégorie de population, mais aussi par stratégie de mise en œuvre. Si on parle de catégorie de population, on a ciblé 3 types de populations, les populations générales, HCH d'un côté et les PS de l'autre côté. On a fait pour les populations générales et les populations vulnérables 692 tests et 411 pour les HCH et 281 pour les PS. Et les résultats étaient vraiment clairs. Bon, et c'était comme suit. On a eu pour le pourcentage de séropositivité parmi les populations générales à travers notre stratégie d'autotest 0,7 et 9,7 pour les HSH et 3,9 pour les PS. Voilà. Et maintenant, pour les stratégies de mise en œuvre, on a suivi 2 stratégies. Le dépistage
des sites, ça veut dire le dépistage indexé. Si je dis indexé, ça veut dire qu'on connaît que la personne qui est devant nous est en relation avec une personne qui est PVVIH ou bien qui est séropositif. Et dans cette stratégie, le taux de séropositivité était de 22,5%. C'est très, très élevé. Bon, c'est vu que c'est indexé. Maintenant, dans le dépistage mobile et communautaire, ça veut dire que c'est pour tout venant, on ne sait pas cette personne avec qui elle a la relation, on a fait 661 tests. Et on a eu le taux de prévalence, le taux plutôt de séropositivité de 7,4. Voilà, ça montre quand même que plus on fait du ciblage, plus on a plus de résultats. Ça, c'était seulement en 4 mois. Maintenant, les problèmes ou bien les leçons apprises. Avant tout, le projet est mis en œuvre dans le contexte du COVID-19. Entre le mois de mai et le mois d'août, c'est la 3e vague du COVID-19 en Mauritanie. Et ça veut dire que les instructions étaient beaucoup plus strictes. Le couvre-feu avant était à minuit. On l'a ramené à 20 h, comme vous le savez. Le travail avec les PS et les populations clés, le moment le plus propice, c'est vraiment vers même minuit, tard dans la nuit. Le couvre-feu était à 19 h. D'autres problèmes liés à la logistique, parfois le manque de tests de confirmation au niveau des structures de référence où on fait la confirmation des personnes des séropositifs qu'on a dépistés, mais aussi on a une grande partie de perte de vie parmi les positifs. Même s'ils nous téléphonent ou bien ils reprennent le contact avec nos relais qui sont positifs, mais il y a une grande lenteur pour les mettre sous ARV. Les rendez-vous répétitifs, je n'ai pas le temps. Voilà, ça aussi, c'est le point faible vraiment par rapport au dépistage rapide classique avec la présence de l'agent qui fait le test lui-même. Voilà, on a eu vraiment mais le pourcentage des personnes qui ont accepté, qui sont venues pour être mis sous ARV, c'est très élevé, même, bon, proportionnellement, bon, c'est assez élevé, c'est autour de plus de 70%. Voilà, et les autres qui ne sont pas encore venus, nous sommes en contact avec eux. Bon, les leçons apprises, on a vu l'importance du dépistage indexé par rapport à l'autotest, ça va donner plus de résultats. La qualité des dispositifs humains et logistiques qu'on va mettre en place pour l'autotest est très importante. Si la qualité n'est pas là, vraiment, il ne faut pas s'attendre à des résultats. L'implication active à tous les niveaux du processus des populations clés. Bon, on avait dans le passé une expérience où la plupart des agents de terrain dans le test TROD classique, c'était des gens qui n'ont pas de communauté, qui ne font pas partie de la communauté des PS et des HHH. Et dans l'autotest, on a utilisé de plus en plus des membres de communauté de PS. Et pour cela, ça aussi, ça nous a amené à avoir une autre population qu'on n'a jamais atteint, mais aussi faire le ciblage des personnes qui ont besoin de l'autotest de plus en plus. L'intégration d'autres catégories de population, les populations générales, les populations vulnérables dans l'autotest, parce qu'on trouve aussi des gens qui ont les mêmes besoins des populations clés par rapport au dépistage. Bon, l'autotest aussi, on a vu que c'est très important de l'intégrer dans une action de prévention combinée qui prend en compte les autres services, pas seulement l'autotest isolé. Voilà, ça, ce sont parmi les résultats qu'on a atteints. Je vais m'arrêter là parce que le temps ne me tout, mais je suis à votre disposition. Merci. Merci beaucoup, Djibril, pour le partage de votre expérience très intéressante sur le pilotage de l'autotest en Mauritanie et aussi les leçons apprises de cette expérience. Donc, je vous remercie encore une fois pour cette excellente présentation. Et j'ai le plaisir d'introduire un autre panéliste qui est M. Hicham Bouin Khadmen, qui est un communautaire marocain. Donc, comme vous le savez, le Maroc a mis en place, a piloté l'autotest également, donc la mise en œuvre de l'autotest. Et donc, il va nous parler de son expérience en tant qu'intervenant communautaire qui est impliqué justement dans la mise en place des autotests pour les populations clés au Maroc. Hicham, la parole est à vous. Oui, bonjour. Alors, salam alaikum, Mana Hicham, conseiller communautaire de dépistage et coordinateur du programme PPF à la LCS Marrakech. Donc, l'expérience de l'étude pilote de l'autotest de la population très exposée au risque, donc la population HSH.
هاد لا بوبولاسيون كي تنعرفوا لا بريفالونس دو VIH عندها طالعه بزاف. لا شوز اللي باينه بزاف ديال الدراسات اللي داروا من قبل. الوغ ليدي باش يكون عندنا واحد لوتي جديد ديال الديبيستاج باش ياخذوا لي بينيفيسيير ويديروا هو عنده في الدار ويقرا الريزلتا ديالو بوحدو، كانت واحد الحاجه اللي مزيانه بزاف، وقدرنا اننا نوصلوا بها بزاف ديال الفئات اللي ما كناش تنوصلوا لهم، ما كانوش يبغيو يديروا التحليله عندنا في مراكش التشخيص في الجمعيه. دونك هاد الفئات هادو اغلبيتهم تيكونوا يا اما لي كليون و دي بارتنير سيكسويل ديال لي بينيفيسيير ديالنا. وهاد الفئه هادي ما تبغيش دير التحليله لعده اسباب، منها انها تخاف تعرف الحاله المصليه ديالها، ولا ما تيبغيوش ان شي واحد يكون معاهم الموم ديال لو تيست ويعطيهم الريزولتا، وبعدا تيخافوا. دونك بلوتو تيست قدرنا اننا نقنعوهم ونعطيهم هاد الوسيله هادي ويديروا التحليله ويتعرفوا على الحاله المصليه ديالهم. والفضل ديال لوتو تيست كانوا طلعوا لنا دي كا بوزيتيف. لا شوز اللي بينات لا بيرتينون ديال هاد والامبورطونس ديال هاد لوتي هذا. بالنسبه لي كا بوزيتيف اللي طلعوا عندنا، بيان سور انهم نقدروا انهم يدخلوا في السيركوي ديال لا بريزون شارج ويستافدوا من العلاج ديالهم بشكل عادي. الحاجه اللي مزيانه بزاف في هذا هو انه كيف قلت قدرنا نوصلوا لهاد الفئه هذه. الحاجه اللي غادي تخلينا اننا نسرعوا الوتيره ديال اننا نحققوا الهدف ديال اللي كنعرفوا ديال 95 يعني نقدروا نوصلوا لي رياليزاسيون ديال لوبجيكتيف دي كاسكاد بمقارنه مع لي زوتر استراتيجي الاخرين. مثلا لو ديبيستاج ميديكاليزي، لو ديبيستاج كومينوتير اترافير لي ماليت، يعني لي زاكسيون ماليت، تنزلوا التحاليل تمشيو عند الناس حنا تنديروا لهم التحليل عندهم. يعني تحليله كلاسيك ما حتى هي عندها بزاف ديال الناس اللي تيكونوا ريتيسون ما تيبغيوش يديروها. وحتى في لي زاكسيون ديال السيداك، يعني حنايا تنمشيو مركز التشخيص متنقل، تنمشيو حنا لي زوندغوا ولا البلايص اللي تيكونوا فيهم هاد لي بوبولاسيون تنديروا التحاليل. تيكون هاد الفئات هادو اللي ما تيبغيوش يديروا التحليلات تا هما ديك الساعات. دونك لوتو تيست كان واحد الوسيله اللي فعاله باش نقدروا نوصلوا لهاد الناس هادي ونديروا لهم التحليله. دونك انا بغيت نعاود ليكسبيريونس ديالي مع واحد الشخص اللي كان بينيفيسيار ديال الجمعيه، يعني دوبي لونطون. هاد السيد هذا ما كانش تيدير التحليله بصفه نهائيه، يعني انه تيقول لك انا واحد 20 عام ديال العلاقات الجنسيه ما كنتش ندير فيها بريزرفاتيف، ما كنتش تنحمي راسي. ما يعني ولا هو تيقول بانه انايا ديجا بوزيتيف، يعني انايا حامل الفيروس، ما كاينش ندير التحليله ونعرف. يعني انا حامل الفيروس، يعني ما غاديش نعرف ردة الفعل ديالي الا درت التحليله وعرفت، اللهم خليني ما بيش ندير التحليله. هذا الشخص هذا في الفضل ديال لوتو تيست قدرنا اننا نمشيو عنده ونقنعوه ونعطيوه الكيت باش يدير التحليله، وفعلا دار التحليله والريزلتا كانت سلبيه. دونك والجميل في هذا الشيء هو انه هذا الشخص هذا ولا تبدل عنده الكومبورتمون ديالو، يعني ولا عنده واحد الكومبورتمون سان، يعني ولا تيجي تيدير التحليله ولا تياخذ البريزرفاتيف، ولا بغى يدخل في لو بروغرام ديال لا بريب باش يحمي راسو. دونك هذا بحد ذاته هو شيء مشرف وشيء اللي زوين بزاف، وتيخلينا اننا نطلبوا باش تكون لوتو تيست اون استراتيجي بارمي لي زوتر استراتيجي ديال ديبيستاج اللي كاينين عندنا حنا في اللوكال. دونك شكرا بزاف لهاد الاستضافه، وشكرا. Shukran, merci beaucoup Hicham pour le partage de votre expérience. Donc, M. Hicham, il s'est exprimé en arabe dialectal. Et je pense que tout le monde a compris, mais le partage surtout de son expérience en tant qu'intervenant communautaire dans le déploiement des autotests et tout l'apport justement de l'autotest dans le cadre pour dépister et assurer, donner un accès au dépistage, surtout aux groupes, aux populations qui n'avaient jamais fait le test auparavant, et donc tout l'apport qui a été fait par justement l'introduction de l'autotest. Donc, je donne la parole maintenant et j'introduis notre dernière panéliste, qui est Joumana Hermez, conseiller régional VIH, hépatite et IST à OMS EMRO. Joumana, à toi la parole.
Merci Kamal. Bonjour tout le monde et c'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie l'ALCS et IAS Education Fund pour cette invitation. En fait, je suis ravie de parler de ce sujet de l'autotest dans la région parce que vraiment c'est intégral pour passer à l'échelle dans le dépistage dans la région. Je veux préciser davantage que je parle de la région de la Méditerranée orientale de l'OMS, d'où un peu de différence de chiffres entre ce que je vais présenter et ce qu'on a entendu des collègues là. Bon, cette région, elle est à la traîne dans la riposte du VIH, comme vous le savez. Elle avait raté les cibles de l'objectif mondial de développement de 2015. Elle a raté les cibles de 90-90-90 de 2020. Et maintenant, elle risque de rater les cibles de l'objectif de développement durable et qui est mettre fin au sida ou bien aussi les chiffres, les cibles de 95-95-95. Donc, c'est très crucial de réfléchir comment amener à l'échelle les services de dépistage dans la région. En fait, le plus grand défi au riposte au VIH dans la région, c'est atteindre les populations clés. Et alors que 95% des nouvelles infections surviennent dans les populations clés, la région n'atteint que moins que 10% de personnes clés avec les services de prévention. Et quand on les atteint, avec les services, il y a très peu d'offres de tests et il y a très peu de participation aux tests par ces populations. À la fin de 2020, on avait seulement 40% de personnes vivantes avec le VIH qui ont été diagnostiquées et ainsi constituant le principal obstacle à l'accès au traitement. En conséquence, seulement 25% des personnes vivantes avec le VIH dans la région reçoivent un traitement par les ARV. En plus, le COVID était venu en 2020 pour remettre plus d'obstacles à la disponibilité et l'utilisation des services. Et on trouve que les services de dépistage, surtout au niveau communautaire, étaient les plus perturbés dans la région. L'autotest du VIH combiné aux catalyseurs structurels et environnementaux pourrait fournir des moyens de surmonter ces défis dans la région vraiment. Lors de l'élaboration des directives de l'OMS sur l'autotest du VIH, le bureau régional avait commandé une évaluation des valeurs et des préférences des populations clés concernant l'autotest et la notification des partenaires, ainsi que les valeurs et les préférences des prestataires de services, afin de veiller à ce que la voix de nos communautés soit entendue dans les lignes directives. Cette évaluation a révélé l'acceptation par les populations clés de la région et l'intérêt pour la confidentialité, le contrôle et le pouvoir qu'elle leur offre. Cependant, l'évaluation a révélé une hésitation par les prestataires de services qui croyaient que les personnes vivant avec le VIH, si elles testaient sans la présence d'un counselor, elles se blesseraient en sachant leurs résultats toutes seules. En 2016, le bureau régional a diffusé les guides directives et les preuves que l'autotest, les preuves scientifiques que l'autotest est efficace, elle est sûre. Et en 2017, avec l'ONU-SIDA, on a organisé une consultation pour discuter les défis de l'introduction de l'autotest, mais aussi trouver les moyens de le surmonter. Depuis lors, plusieurs
pays ont pris des démarches pour l'introduire, mais jusqu'au ce moment, seulement le Liban et le Maroc ont effectivement introduit l'autotest. On a poussé plusieurs pays à l'inclure dans leur stratégie nationale ou bien dans leur demande de subvention du Fonds mondial. Cependant, il n'y a pas trop d'acceptation comme ça. Parallèlement à ce travail par l'OMS, des expériences comme celle de l'ALCS et celle de Liban ou bien d'autres qui font le pilotage offrent une grande opportunité de démontrer que dans notre contexte de la région, c'est faisable, c'est acceptable et c'est efficace. Je m'arrête ici pour ne pas prendre plus de temps et je vous remercie encore une fois de m'avoir permis de parler dans ce forum. Merci. Merci. Merci Joumana pour cette excellente intervention. Je ne sais pas si vous m'écoutez, donc j'ai le plaisir maintenant d'inviter ma co-modératrice Amal Ben Moussa, qui est responsable de recherche à l'ALCS, pour modérer la discussion générale, pendant laquelle les panélistes, bien sûr, et les intervenants vont bien sûr pouvoir répondre aux différentes questions des participants. Donc, je donne la parole à Amel. Merci beaucoup, Dr Alami. Bonjour à tous. Donc, je suis Amel Ben Moussa. Donc, comme a bien expliqué Dr Alami, je vais modérer avec lui donc, cette session de discussion générale. Bien sûr, nous tenterons de répondre au plus grand nombre possible de questions, mais c'est vrai qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, pour sans trop tarder, la première question, l'autotest n'est-il pas utile pour le retesting chez les populations clés, au-delà de l'objectif de dépister la seule population cachée? Professeur Shkroun, peut-être, vous voulez répondre à cette question? Oui, c'est-à-dire retesting après un test rapide. Je pense qu'un test rapide de 4e génération est quand même plus sensible, surtout à la phase aiguë, que l'autotest. Mais l'autotest permet aux populations exposées, qui sont des personnes négatives, de refaire le test périodiquement et régulièrement. Donc, le retesting, dans ce sens-là, oui, ça permet. Merci. Merci à vous. Docteur Larmaran, pour vous, est-ce que vous pensez que ce retesting peut être fait également par l'autotest? Oui, alors on voit pour un certain nombre de populations clés, l'autotest est un moyen de se dépister tous les 3 mois ou tous les 6 mois. C'est le cas pour un certain nombre de HSH multipartenaires qui ont beaucoup de partenaires ou pour un certain nombre de travailleurs du sexe. Une précision néanmoins, ça serait pour des populations clés qui sont sous des programmes de PrEP. Là, les évidences sont moins claires sur le recours à l'autodépistage lorsque l'on est sous PrEP. Parce qu'il pourrait y avoir potentiellement des risques de faux négatifs du fait que les personnes sont sous antirétrovirales. Et puis surtout, chez les personnes qui sont sous PrEP, on veut un dépistage sur les 3 mois très sensible pour repérer des débuts de nouvelles infections le cas échéant. Or, la fenêtre sérologique est un petit peu plus longue pour un autotest, notamment un autotest oral par rapport à des tests classiques ou des tests au bout du doigt. Donc, pour des personnes sous PrEP, ce n'est pas forcément recommandé d'avoir recours à l'autodépistage. Pour d'autres populations, c'est effectivement un moyen de se dépister à intervalles réguliers tous les 3 ou 6 mois. Très bien, merci beaucoup. Alors, pour le projet Atlas, Dr Larmarange, est-ce que vous avez une idée sur le taux de positivité des personnes dans le cadre d'utilisation de l'autotest? Alors, on a quelques idées indirectes. Donc, je vais vous donner pour le moment que des taux de grandeur qui seraient de l'ordre de 3 à 6%. 3 à 6% parce que dans l'enquête téléphonique, c'est la part de réactifs, mais vous avez des personnes qui ne savent pas, des personnes qui ont dit j'ai un test réactif, mais qui ont eu un seul trait. Donc, on a une variation entre 3 et 6% suivant les méthodes de calcul.
quand on regarde les données de retour spontané, donc des personnes qui recontactent spontanément un père éducateur, on varie entre 3 et 15% suivant les populations. Après, la difficulté, c'est il y a une vigilance à avoir. Déjà, d'une part, dans des cœurs de population clés, où on a des gens qui ont déjà été dépistés de manière importante, on s'attend à avoir des taux de positivité plus faibles parce qu'une partie des gens séropositifs se savent déjà séropositifs. Et puis, on cherche d'avoir des accès plutôt à la périphérie, et on le voit dans la périphérie, les prévalences sont aussi plus faibles. Donc 3 à 6%, c'est plutôt positif en termes de taux de positivité. Encore une fois, pour nous, ce n'est pas le taux de positivité qui va primer, c'est le fait d'atteindre des personnes qui ne connaissent pas leur statut sérologique. Et comme j'ai essayé de le présenter, à un moment donné, l'atteinte des personnes qui ne connaissent pas leur statut nécessite d'accepter d'avoir des taux de positivité plus faibles. On ne peut pas concilier couverture élargie et maximisation du rendement. Très bien. Justement, ça nous ramène à une question pour M. Djibril Sy, qui nous a donc présenté l'expérience en Mauritanie. Et la question est comment vous avez fait donc le suivi de ces personnes dépistées par autotest? Vous avez parlé d'un taux de positivité plutôt élevé, mais un problème pour le référencement au service de prise en charge. Bon, oui, on a fait de deux types de stratégies, assister, mais aussi à certains qui ont pris leur autotest pour les faire à la maison. Ceux qui sont assistés, c'était très facile de les orienter vers les structures de prise en charge, malgré qu'on a eu un petit problème logistique durant la mise en œuvre du projet, c'est qu'on a trouvé que les structures de prise en charge avaient un problème de test de confirmation officielle, mais on est passé après une semaine aux deux tests différenciés pour faire la confirmation avant l'arrivée de stock des tests de confirmation selon le protocole mauritanien, bien sûr. Maintenant, les personnes qui ont fait leur test, la plupart parmi eux, les positifs, ils nous ont recontactés à travers les numéros verts, ou bien ils ont recontacté les relais communautaires qui les a donné les tests pour donner leur statut, que c'était 2 traits, ça veut dire était positif. Et maintenant, c'était de les recontacter pour les amener dans les structures de prise en charge. C'est là où était le problème. Certains, c'était facile. Pour d'autres, c'est des rendez-vous et des rendez-vous. D'autres même ont voyagé, mais on a donné des relais pour nos partenaires, pour nos relais qui sont dans les villes là où ils sont. Par exemple, quelqu'un qui est dépisté positif à Nouakchott, il est mis sous ARV à Nouadhibou. Ça, on a vu des cas comme ça. Ça veut dire que le suivi était quand même un peu un problème pour nous, surtout les gens qui ont fait l'autotest à leur niveau. Mais nous sommes, la plupart maintenant, sous ARV. Il y a quelques-uns, 2 ou 3, qui sont encore toujours en contact avec nous. Ils n'ont pas nié, ils ne sont pas dans la négation. C'est ça qui est le plus important. Mais c'était un problème quand même. C'était le seul problème qu'on a eu par rapport au suivi, c'est que les gens, une partie des gens qui ont fait des tests qui étaient positifs, ont tardé à être mis sous ARV relativement. Voilà. Merci beaucoup, Djibril. Une question par rapport aux stratégies de l'OMS. Les stratégies que l'OMS a mis en place ou elle est en train de mettre en place pour justement généraliser l'autotest dans la région MENA. Madame Joumana. On a la stratégie globale qui dit qu'il faut diversifier les approches à fournir les services de dépistage aux gens. Et l'autotest est l'une des stratégies à mettre. Il n'y a pas de stratégie pour tous les pays, comment le mettre dans les pays. C'est quelque chose à trouver dans les pays selon leur contexte, selon leur service, selon leurs prestataires. Donc, ce qu'on fait, c'est le plaidoyer, ce qu'on fait, c'est les directives, les directives. Ce qu'on fait, c'est de discuter et de rediscuter et de partager les expériences. Et puis, quand ça vient, quelle est la stratégie? C'est adapté à chaque pays. Quand on est dans les pays, on facilite aux prestataires dans le pays
de trouver les moyens de le faire. Donc, on n'a pas la prescription, on n'a pas la prescription pour les pays, on a la direction et la facilitation et le plaidoyer. Merci beaucoup, Jomana. Je pose la question donc à Hicham. Donc, comment contourner les problèmes de l'usage de l'autotest pour un partenaire sexuel sans son consentement ou en cachet dans des situations où le dépisté est trop ivre ou dormant, par exemple? Donc, comment éviter qu'une personne dépiste une autre personne sans consentement? Hicham. Est-ce que vous pouvez me reprendre la question? Je n'ai pas bien entendu. Oui, Hicham. Donc, السؤال يتكلم عن كيف يمكن أن نتفادى أن شخصاً ما يقوم بتحليل بتشخيص لشخص آخر بدون أن يأخذ موافقته. Alors, pour qu'une personne fasse le test, il devrait donner le consentement à ceux qui va le dépister. Donc, oui. pour éviter le dépistage d'une personne. OK, pardon, je pense qu'il y a un petit problème technique. Je pose la question à Madame Rizq par rapport à l'impact de l'autotest sur la cascade, selon vous, Madame Rizq. Je crois que c'est important de vraiment dépister toutes les 40% de personnes vivant avec le VIH dans cette région qui ne connaissent pas leur statut encore. Il faut tout faire pour leur parvenir des tests, autotests de n'importe quelle façon, parce qu'on est très en retard et qu'il y a des vies que c'est vraiment essentiel. Je ne peux vraiment pas insister beaucoup sur ce point. On sait que chaque minute qui passe ou bien chaque jour qui passe, c'est un risque de propager le VIH autour d'eux ou d'elles et aussi par rapport aux personnes, c'est les présentations tardives aussi, j'en ai parlé aussi, et la mortalité, eh bien, c'est assez élevé. Donc, il est essentiel de n'importe quelle façon, ça c'est le travail, de travailler ensemble pour penser ensemble à ce qu'on arrive à tester tout le monde. Merci. Et selon vous, Madame Rizq, y a-t-il une différence d'efficacité entre l'autotest en utilisant le liquide gingival et le sang? Je ne suis vraiment pas trop au courant très précisément des différences entre les techniques. Donc, je ne peux vraiment pas répondre, mais… Peut-être un autre panéliste peut nous répondre par rapport à cette question. Si vous permettez, oui, je pense que les tests sanguins sont plus sensibles que les tests à partir de liquide gingival. Donc, c'est ce qu'apportent donc les fabricants, une meilleure sensibilité des tests sanguins. Juste, puisque vous m'avez donné la parole, préciser une chose importante, c'est qu'un autotest non réactif permet d'orienter vers les services PrEP. Mais on ne peut pas initier la PrEP sur un autotest non réactif. Donc, il faut toujours vérifier par un test rapide, de préférence de 4e génération, 3e génération, parce que, comme je l'ai dit, l'autotest reste un test de 3e génération. Il est peu sensible en phase aiguë de l'infection. Merci. Je ne sais plus si on a… Donc, je ne pense pas qu'on peut continuer dans les questions. Donc, je cède la parole à Dr Alami. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amal Ben Moussa pour la modération de cette discussion générale. Donc, on vient à la fin de cette session. Donc, bien sûr, je crois que c'est une session qui était très intéressante et qui nous a montré quand même que l'autotest, il occupe maintenant de plus en plus une place importante dans le dépistage. Et donc, c'est une approche complémentaire aux autres stratégies de dépistage et que dans la région MENA, il faudra bien sûr œuvrer pour assurer donc une approche diversifiée de dépistage avec l'intégration de l'autotest dans les stratégies nationales de dépistage, tenant compte, comme ça a été dit, des contextes spécifiques de chaque pays en termes de modalités et d'approches à mettre en œuvre. Et bien sûr, intégrer l'autotest dans la prévention combinée. Donc, c'est quand même très important
Et comme ça a été dit, l'autotest positif, il oriente vers la prise en charge, un autotest négatif, il oriente vers la prévention. Donc, il faut vraiment que ce soit un nouveau outil de prévention combiné. Et donc, il faudra vraiment essayer d'étendre les approches qui existent déjà dans certains pays de la région qui ont déjà été développés et donc à mettre en œuvre dans les autres pays pour pouvoir effectivement réduire le gap en matière de dépistage. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à remercier tous nos panélistes, tous nos intervenants pour leurs excellentes interventions et présentations et pour leurs réponses aux questions des participants. Remercier bien sûr tous les participants en espérant que cette session a été utile et intéressante. Bien sûr, aussi tous ceux qui ont envoyé leurs questions et bien sûr les enregistrements, nous vous encourageons à partager ces enregistrements avec vos collègues qui n'ont pas pu participer avec vous à cette session. Et bien sûr, ceux-ci seront disponibles sur la plateforme virtuelle de l'IAS, Educational Fund, et ils pourront rejoindre la plateforme à tout moment pour regarder les replays qui seront disponibles dès la semaine prochaine. N'oubliez pas de participer à l'enquête, ce qui vous permettrait aussi d'avoir une adhésion gratuite d'1 an à l'IAS. Et puis aussi rappeler que la réunion est accréditée par une institution académique que vous connaissez, donc qui a déjà été citée. Merci à tous et prenez soin de vous. Dernier point, donc seulement pour rappeler qu'il y a des travaux de groupe qui débuteront demain, 30 septembre à 9 h, sur l'accélération justement de la mise en place de la PrEP et de l'autotest pour renforcer la prévention. Donc veuillez vous connecter en utilisant le lien Zoom qui sera sur la plateforme pour les travaux de groupe, et à très bientôt. Et merci beaucoup à tout le monde.